Chapitre 2. Dosage par titrage. Grand 7. Des exemples de titrage. Premièrement, titrage pH métrique. Nous allons voir comment déterminer expérimentalement le volume de réactif titrant rajouté pour atteindre l'équivalence. Petit a, courbe de pH en fonction de VB. Voici la courbe du titrage de la solution contenant H3O+, que nous avons vu précédemment, par une solution d'hydroxyde de sodium à Cb égale 1,0 fois 10-1 mol par litre. Nous avons une zone particulière que je vais entourer ici, cette zone-là, qui s'appelle le saut de pH. Cette zone correspond au changement de réactif limitant. Effectivement, avant le saut de pH, ici, le réactif limitant est H3O+. Après le saut de pH, le réactif limitant est HO-, limitant. Entre les deux, à l'équivalence, donc il se situe par ici, on verra comment déterminer exactement le point d'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Pour déterminer le point d'équivalence, il y a une méthode très simple qui s'appelle la méthode des tangentes. Pour cela, il suffit de tracer une tangente au début du saut de pH, ici, où la pente de la courbe change de façon assez importante. On trace une deuxième tangente à cette courbe en fin de saut de pH. Alors il faut que la deuxième tangente soit parallèle à la première. Donc, pour cela, on fait une construction. Donc il faudra toujours représenter avec la droite perpendiculaire à ces deux tangentes. Donc il montre qu'elles sont toutes les deux parallèles. Et on trace la droite qui se situe exactement entre les deux. Voilà. Donc on fait bien la construction, donc avec l'angle ici droit, avec la droite qui est perpendiculaire aux deux, enfin le segment qui est perpendiculaire aux deux tangentes, et ici un trait pour montrer que les distances, sont égales. On détermine ainsi le point d'équivalence qui se situe ici, qu'on va noter E, avec ici un volume équivalent à 15 ml et un pH équivalent égal à 7. Donc c'est toujours le cas pour un titrage d'une solution contenant un acide fort par une solution d'une base forte. On a toujours un pH égal à 7 à l'équivalence. Voici un autre exemple de courbe de pH en fonction de VB, cette fois-ci pour un titrage d'une solution d'acide éthanoïque, un acide faible, par une solution d'hydroxyde de sodium. On remarque ici que le saut de pH est beaucoup moins accentué, donc ce qui rend nécessaire une méthode indirecte pour déterminer le point d'équivalence. Donc, par exemple, si on applique ici la méthode des tangentes, donc on trace la première tangente ici, la deuxième ici à la sortie, à la fin du saut de pH, on montre ici que les deux droites sont bien parallèles entre elles en traçant la perpendiculaire. On prend exactement la droite qui se situe entre les deux, ici, donc on montre bien par une construction géométrique, comme cela. Et on détermine le point d'équivalence ici. Donc il y a je vais noter E, qui a un volume équivalent qui est égal à 20 et un pH équivalent qui est égal à 8,4. Il y a une autre méthode, c'est l'utilisation de la courbe, de la courbe d de pH, la dérivée de pH en fonction de VB. On écrit comme ça, d de pH, donc pH est la fonction et VB c'est le paramètre qui varie, en fonction de VB. Donc voici ce que cela donne. Donc voici la courbe de titrage. En dessous en violet, j'ai mis la courbe de la variation du pH en fonction de VB. Donc dpH égale sur dVB. Donc on constate bien
que dans un premier temps ici, donc on a une pente qui est relativement importante au début ici de la courbe. Ici la pente est constante, ce qui correspond bien à la pente ici qui est quasiment constante. Ici on a une pente beaucoup plus importante avec un point d'inflexion qui correspond au point d'équivalence. Et ici la pente rediminue jusqu'à être nulle ici, lorsqu'on arrive vraiment à la fin du titrage, c'est-à-dire quand on a rajouté beaucoup d'H au moins et que le pH ne varie quasiment plus. Comment déterminer le point d'équivalence? C'est très simple. Il faut prendre ce fameux point d'inflexion ici. Donc on prend le volume qui est égal à 20. Donc ce point d'inflexion correspond effectivement à l'équivalence. Si on veut déterminer maintenant le pH à l'équivalent, on poursuit le tracé jusqu'à atteindre le point E sur la courbe qu'on a superposée, c'est-à-dire la courbe de pH en fonction de VB. Et on peut déterminer ainsi entre l'intersection de cette droite d'abscisse pH VB égale VBE et de la courbe du pH en fonction de VB, on peut trouver ainsi le pH à l'équivalence. Donc ici, pH E. Donc cette méthode est très pratique quand on peut déterminer D de pH égale D de VB, par exemple quand on utilise un logiciel pour tracer la courbe de titrage. Il y a une troisième méthode pour déterminer l'équivalence, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un indicateur coloré. Comment va fonctionner un indicateur coloré? On va l'écrire ici. Voilà. C'est un indicateur coloré, pardon. Donc voici ici la même courbe de titrage, c'est unique par la solution d'hydroxyde de sodium. Prenons par exemple l'héliantine. L'héliantine change de couleur entre un pH qui est égal à 3,2, donc elle est rouge en dessous de 3,2, et jaune à au-dessus de 4,4. Donc au début ici de l'évolution du pH, l'héliantine va changer de couleur. Donc elle va changer de couleur avant que l'équivalence soit atteinte, donc ce n'est pas un bon indicateur coloré pour pouvoir visualiser l'équivalence. Donc voilà, c'est rouge avant ici, et jaune après, mais largement avant l'équivalence. Prenons un autre indicateur coloré, par exemple le bleu de bromothymol. Le bleu de bromothymol change de couleur entre un pH égal à 6, donc il est jaune avant, ici jaune, et un pH égal à 7,6, donc au-dessus de 7,6, le BBT est bleu. Le problème, c'est que l'équivalence se situe au-dessus, elle se situe à un pH qui est égal à 8,4, nous avons vu précédemment. Donc il faut trouver un indicateur coloré qui contient le point d'équivalence, le pH à l'équivalence, et qui bien sûr est contenu dans le saut de pH. Alors, on verra le saut de pH, donc c'est-à-dire la zone, alors, je vais vous la montrer ici, le saut de pH, c'est-à-dire la zone qui est ici. Donc voici ici les changements de couleur de la phénylphthaléine. Donc elle est incolore pour un pH inférieur à 8,2 et rose pour un pH supérieur à 10. Donc effectivement, dans ce cas-là, la phénylphthaléine est un bon indicateur coloré pour deux raisons. Parce que son changement de couleur contient le point d'équivalence, donc sa zone qu'on appelle sa zone de virage, bien sûr. Donc ici je vais le noter. Zone de virage. Elle contient E. Et cette zone de virage est aussi elle-même contenue dans ce que j'ai entouré en jaune, qui est le saut de pH. Donc voici les deux caractéristiques que doit avoir un indicateur coloré pour pouvoir visualiser l'équivalence. Alors bien sûr, lorsque l'on a trouvé le bon indicateur coloré, on peut faire un titrage sans avoir de pH mètre, puisque l'on sait que quand l'indicateur coloré va changer de couleur, le volume correspondant sera celui du point équivalent. Dernière partie de ce paragraphe, petit d, les solutions tampons. Vous avez probablement utilisé ou vu lorsque l'on étalonne les pH mètres des solutions tampons, à pH 7 par exemple et à pH 4. Ici, donc cette courbe pH égale F de VB nous permet d'illustrer ce que c'est qu'une solution tampon. Donc nous avons vu où se situe le point d'équivalence.
Donc il se situait pour une valeur de VB égale à 20 ml. Donc là c'est VBE. Et si on prend la moitié de cette valeur, donc ici par exemple 10 ml, donc 2, 4, 6, 8, 10 ici, donc on est à ce qu'on appelle la demi-équivalence, donc on a VBE sur 2. Que se passe-t-il à la demi-équivalence? Eh bien, la moitié du réactif, l'acide éthanoïque, a été titré, a réagi avec l'hydroxyde de sodium. Ce qui fait que si on prend l'équation de la réaction, que je vais écrire ici, donc l'acide éthanoïque, on va le représenter simplement en disant que c'est AH-AQ, plus H au moins AQ, donne, donc réaction totale, A moins AQ, plus H2O. Donc à la demi-équivalence, la moitié des AH qui étaient présents dans la solution ont réagi. Mais ils ont réagi pour donner quoi? Eh bien, ils ont réagi pour donner des A- et des H2O. Donc ça veut dire que si la moitié a réagi, il y a cette fois-ci, à la demi-équivalence, autant d'espèces chimiques AH que d'espèces chimiques A-. Donc on a en solution AH égale A-. Or, on a vu que si AH égale A-, alors AH sur A- est égal à 1, et le logarithme de AH sur A- est égal à 0, et donc pH égale pKa. Donc à la demi-équivalence, nous avons pH égale pKa. Donc c'est une bonne méthode, par exemple, pour déterminer pK, qui ici est de 4,8. Reprenons, j'ai fait un peu le ménage, et donc je n'ai plus que VBE sur 2, ce point-là. Que se passe-t-il si on rajoute un peu de HO-? Eh bien, on constate, si on rajoute un peu de HO-, que l'évolution du pH va se faire en suivant la courbe, c'est-à-dire qu'on aura une variation de pH qui sera très faible. Que se passe-t-il si on avait rajouté du H3O+, et bien de la même façon, l'évolution de pH se ferait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle serait très faible. Donc résultat, le pH varie très peu si on rajoute un acide ou une base forte. De la même façon, puisqu'ici on a AH égale A-, si on dilue, on aura toujours AH égale A-. Donc, si on dilue, on aura toujours pH égale pK. Donc le pH ne varie pas si la solution est diluée. Cette caractéristique, ce que l'on vient d'énoncer, c'est la propriété de ce qu'on appelle les solutions tampons. Voilà. Donc les solutions tampons ont deux particularités. La première, c'est que le pH ne varie pratiquement pas si l'on rajoute un acide ou une base forte. Et la deuxième, c'est que le pH ne varie pas si la solution est diluée. Donc ça, c'est les propriétés des solutions tampons. Donc comment sont obtenues les solutions tampons? Et bien en fait, en mélangeant de façon... Donc il faut mélangeant de façon égale AH, l'acide, et sa base conjuguée A-. Donc si ils sont équimolaires, si ces deux espèces sont équimolaires, on obtient une solution tampon
à pH égale pK.